23 heures en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres de votre journal. Le président de la République, ministre de la Défense, chef suprême des armées, a reçu une délégation de militaires ce mercredi, juste après le Conseil des ministres, donc au palais présidentiel. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Il y a eu Conseil des ministres ce mercredi matin un conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au nombre des décisions prises, la révision du budget 2017, entre autres. Nous irons également voir l'actualité internationale en images, à commencer par la France où François Hollande et le président Emmanuel Macron ont participé aujourd'hui, 10 mai, à la cérémonie marquant la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Je vous le disais tantôt, le président de la République, ministre de la Défense, vous le verrez en image, le chef suprême des armées a reçu une délégation de militaires ce mercredi, juste après le Conseil des ministres au palais présidentiel. Vous le voyez donc en image, une rencontre au palais présidentiel. Il y a eu donc des échanges. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Je vous le disais également tantôt, il y a eu Conseil des ministres ce mercredi matin, un conseil présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Au nombre des décisions prises à ce conseil, la révision du budget 2017, l'exonération d'impôts aux sociétés promotrices de logements et le relèvement indiciaire des catégories les plus faibles de la fonction publique. Viviane Aïma. Les récentes revendications sociales intempestives n'ont pas été sans conséquences sur l'exécution du budget de l'État pour l'année 2017. Au total, on enregistre une réduction des recettes, une hausse des dépenses et une baisse des investissements. Le Conseil des ministres réuni ce mercredi a adopté un projet de révision de la loi 2017. Il importe de préciser qu'au titre des dépenses ordinaires, initialement prévues à 2616,6 milliards, les dépenses ordinaires sont révisées à 2691 milliards de francs CFA, soit une augmentation nette de 74,4 milliards de francs CFA qui découle des efforts de réduction des dépenses subventionnées et de la prise en compte des nouveaux engagements du gouvernement, dont les revendications sociales. Au titre des dépenses d'investissement, il est également important d'indiquer que les dotations d'investissement, quant à elles, enregistrent une baisse de 177,8 milliards de francs CFA, portant le niveau global à 1746,9 milliards contre 1924,7 milliards de francs CFA initialement. Ces évolutions portent sur une réduction des investissements financés sur Trésor pour 90,4 milliards de francs CFA et des projets C2D à hauteur de 91 milliards de francs CFA. Toujours sur sa lancée de combler le déficit en logement sur le territoire national, le Conseil des ministres a pris des mesures incitatives en direction des promoteurs immobiliers. Cette ordonnance accorde une exonération de 50% de l'impôt sur les bénéfices aux entreprises constituées pour exécuter un programme de construction de logements à caractère économique et social. Je voudrais ici préciser que le bénéfice de cet important abattement fiscal est subordonné à la réalisation d'un programme de construction de minimum de 250 logements pour les programmes réalisés dans le district autonome d'Abidjan, de 25 logements pour les programmes en dehors du district d'Abidjan et de 10 logements en zone rurale.
Autre volet social, le gouvernement poursuit son programme de branchements sociaux et son programme d'électrification rurale. 2 nouveaux prêts ont été autorisés par le Conseil des ministres dans le cadre de la poursuite de ces 2 programmes. Le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret porte ratification d'une convention de crédit d'un montant de 78 714 814 000 francs CFA, conclu le 13 avril 2017 entre l'Agence française de développement, l'AFD, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet pour l'accès à l'électricité et la production d'électricité renouvelable. Ce projet vise à améliorer le taux d'accès à l'électricité par la réhabilitation de la centrale hydroélectrique de Buyo et par l'extension des réseaux de distribution dans 12 chefs-lieux de région. Cet accord de prêt prévoit également l'électrification d'environ 350 villages dans les régions du centre et du sud de la Côte d'Ivoire, ainsi que des branchements sociaux dans le cadre du programme Électricité pour tous. Le second décret porte également ratification d'un accord de prêt d'un montant de 198 295 801 000 francs CFA, conclu le 21 avril 2017 entre l'Association internationale de développement AID et la République de Côte d'Ivoire. Ce décret permettra donc le financement d'un projet de transport d'électricité et d'accès à l'électricité. Fonction publique, le Conseil vient de revaloriser les catégories les plus faibles. Le Conseil a adopté un décret portant octroi de 150 points d'indice supplémentaires aux fonctionnaires des catégories de A à B3, 100 points d'indice supplémentaires aux fonctionnaires des catégories C et D. Cette mesure donc concerne les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une grille particulière. Et cette décision entre dans le cadre des discussions entre le gouvernement et les centrales syndicales. Il convient de préciser que cette mesure prend effet à compter du 1er janvier 2018. Au total, plusieurs mesures de portée sociale enregistrées au cours de ce Conseil des ministres. Une dernière et non des moindres est la décision du Conseil de lever les obstacles à la scolarisation pour les élèves du primaire non détenteurs d'extrait d'acte de naissance. Ce sont 1 165 325 élèves du primaire qui pourront bénéficier de cette mesure. Et sachez que sur le nombre d'élèves du primaire non déclarés à l'état civil, 34 578 sont en classe de CM2. Ils sont répartis dans 14 857 écoles sur le territoire national. Notez également que cette opération spéciale de déclaration de naissance à l'état civil va durer 3 mois. 16e session plénière de la plateforme de partenariat public-privé de la filière café et cacao. Les enjeux de cette session portent entre autres sur la chute des prix du cacao et également sur l'amélioration de la productivité. On en parle avec Noël Niagno. La plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao de Côte d'Ivoire. Voici 6 ans que ça dure. Les fondamentaux de son avènement. L'État seul ne peut pas tout faire. Et ce n'est d'ailleurs pas de la vocation de l'État de tout faire. Comme le secteur privé, en aucun moment et en aucune circonstance ne peut se substituer à l'État. 2 ans après, la plateforme glane ses premiers lauriers. Il faut un partenariat dynamique entre le secteur public et le secteur privé pour permettre à l'économie cacaoyère d'un pays de prospérer. La Côte d'Ivoire nous a donné la preuve depuis 2 ans qu'elle est en avance sur les autres pays sur cette question.
C'est pour ça que nous avons tenu à honorer la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Le Ghana et le Cameroun sont à l'école de la Côte d'Ivoire. Conclusion, la Côte d'Ivoire a eu le nœud creux. Sur le terrain, les résultats sont visibles et palpables. La production est passée de 1 200 000 tonnes à 1 600 000, voire 1 700 000 en 2015-2016. Les efforts engagés se chiffrent à 27 milliards de francs CFA, dont 23% apportés par le privé partenaire de la plateforme. Le bémol, la productivité est encore faible, 500 kg à l'hectare. Le potentiel fait état de 1,5 tonne environ. Pire, la chute des coûts est venue remettre en cause tous les efforts consentis sur les 6 ans. La baisse brutale du prix apparaît comme une entre guillemets, récompense amère de tous les efforts fournis par les producteurs en matière d'amélioration de la productivité. Une chute survenue contre toute attente. L'élément du prix, c'est en fonction de l'offre et de demande. Non seulement de l'offre de cacao en Côte d'Ivoire, mais globalement. Et qu'on a vu une augmentation de production mondiale qui s'est, après cet effet qu'il y a eu de sécheresse grave suite à l'harmattan très sévère, il n'y a pas eu un impact aussi négatif sur la production qu'ils avaient estimé. Devant ces aléas non maîtrisables, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural a souligné les défis à relever par la présente session. La fluctuation des prix de nos produits, parce que nous n'avons pas la maîtrise, et ça c'est une préoccupation importante. Le deuxième défi, et non des moindres, est constitué par les effets négatifs du changement climatique. En troisième lieu, il y a la menace récurrente des maladies et des ravageurs. Comme défi à relever, on peut citer également les menaces récurrentes de nous-mêmes, les hommes. Les partenaires ont 48 heures pour adresser ces questions, parce que pilier majeur de l'économie ivoirienne, sa bonne tenue est gage de prospérité de cette économie. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le compte du Libéria, Farid Zarif, était en visite ici à Abidjan, visite qui s'inscrit dans le cadre de la coopération de défense qui lie la Côte d'Ivoire au Libéria. Farid Zarif a été reçu ce mercredi par le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. On en parle avec Gabriel Zané. Farid Zarif est en fin de mandat au Libéria, pays voisin de la Côte d'Ivoire. Mais le représentant du secrétaire général des Nations Unies pour le compte du Libéria est à Abidjan. Plusieurs sujets ont motivé sa venue dans la capitale économique ivoirienne, en particulier la coopération sous-régionale en matière de défense entre le Libéria et ses voisins. Ce mercredi, il est reçu par le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Il a discuté de la situation sur les frontières. Les collègues ou les représentants du gouvernement de Côte d'Ivoire ont indiqué que le gouvernement va continuer à être vigilant et va augmenter le niveau de vigilance au niveau des frontières. Et il souhaite remercier encore le gouvernement de Côte d'Ivoire pour son assistance et son soutien. La Côte d'Ivoire a été un bon partenaire pour les Nations Unies et il exprime sa reconnaissance. Un point nécessaire car le gouvernement ivoirien observe de très près ce qui se passe chez le voisin libérien. Le retrait des forces onusiennes du Libéria est prévu pour la fin de cette année. Et en octobre, le Libéria entamera une élection présidentielle, une période particulièrement sensible. Pour les questions de sécurité aux frontières entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, cette rencontre se justifie. L'article 90 du projet de loi portant régime juridique de la presse, on en parle à présent. Cet article continue d'alimenter les débats au sein des organisations professionnelles des médias de Côte d'Ivoire. Cependant, pour le ministère de la Communication, cette loi n'entrave en rien la liberté de la presse. Michel Digré a rencontré les deux parties. Si le texte de loi en l'état actuel est adopté en plénière, promulgué et constitue la nouvelle loi, nous aurons reculé. C'est une avancée à nul autre pareille. C'est dans l'intérêt du journaliste que nous avons fait les choses comme cela. Des lectures diamétralement opposées des projets de loi portant régime juridique de la presse et celui de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire.
La raison, certaines dispositions sont des pilules difficiles à avaler pour les organisations professionnelles des médias, notamment l'article 90. Incitation au vol, au pillage, au meurtre, à l'incendie, incitation à la xénophobie, à la haine tribale, à la haine religieuse, à la haine raciale, à la haine sous toutes ses formes, apologie des crimes de guerre, incitation des militaires et des forces de l'ordre à l'insoumission à la rébellion, atteinte à l'intégrité territoriale. Voilà les faits qui peuvent entraîner une peine et tous les autres, tout autre, outrage au chef de l'État, outrage comme on en trouvait avant, est exonéré de peine de prison. Ce sont des amendes qui sont... Mais c'est un avantage qu'on ne trouve pas dans les lois des autres pays. Pour les organisations de journalistes, les peines privatives de liberté figurant dans le code pénal ne doivent pas être introduites dans les lois sur la presse. Nous recherchons les réparations, mais les réparations doivent être professionnelles. Les réparations ne doivent pas être pénales. C'est aussi une mesure, c'est aussi une aune à laquelle on jauge l'avancée de la démocratie dans les pays. On dit que cet article était déjà dans le code pénal. Et malgré le fait qu'il était là-bas, il sévissait déjà. C'est en vertu de cet article 84, à l'époque ce n'était pas l'article 90, que les 6 journalistes que vous connaissez avaient été arrêtés en début d'année. Donc l'article produisait ses effets. Mais pourquoi le prendre pour l'intégrer dans la loi? À quoi ça sert? Ça répond à quel impératif? À quelle nécessité? Voici les questions que nous nous posons. Le directeur de cabinet du ministre de la Communication s'explique. L'article 90 vient corriger des dispositions que nous avons trouvées excessives pour des journalistes en prenant acte de ce que les peines qui sont énoncées dans le code pénal sont excessives, en prenant acte, combiné à l'article 89, de ce que le journaliste ne doit pas être détenu, même s'il y a une enquête. C'est seulement après jugement que le journaliste peut éventuellement être détenu s'il est reconnu coupable. Adoptés en commission la semaine dernière, ces avant-projets de loi seront soumis à l'ensemble des députés en session plénière pour adoption ce 31 mai. Le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste est à Kigali, au Rwanda, où s'est ouverte ce mercredi matin la 3e édition du sommet pour le développement des villes en Afrique. Bruno Nabane connaît hier pour représenter le chef de l'État, Jean-Jacques Kwameala. Dévoiler les plans respectifs de développement des villes intelligentes en Afrique et discuter des solutions et stratégies qui vont aider les participants pour accélérer la révolution numérique en cours sur le continent. C'est l'objectif de la 3e édition du sommet Transform Africa qui se tient depuis ce mercredi au Rwanda en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement. Au cours du panel qu'il a animé sur les thèmes « Villes intelligentes, construire des villes paisibles et sécurisées », le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, qui représente à ce sommet le chef de l'État, a indiqué que le concept des villes intelligentes désigne une ville utilisant les technologies de l'information et de la communication. Au cours de ce sommet qui se tient du 10 au 12 mai, le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, Bruno Koné, va échanger avec plusieurs personnalités du secteur de l'économie numérique. Parmi ces personnalités figurent les Chinois Wu Lengzhao, secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications. Voilà, agenda chargé donc pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, qui est donc à Kigali, où il représente le chef de l'État à ce sommet pour le développement des villes d'Afrique. La transformation des produits agricoles au centre de l'édition 2017 de la Foire internationale du commerce et de l'industrie. L'événement va réunir des opérateurs économiques d'Afrique, d'Europe et d'Asie. Les enjeux de ce grand rendez-vous avec Francis Boifou. La Foire internationale du commerce et de l'industrie d'Abidjan inscrit ses objectifs dans le cadre de l'atteinte de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Elle va regrouper des entreprises d'Afrique, d'Europe,
d'Asie, d'Amérique, des décideurs du monde entier, des bailleurs de fonds et des experts impliqués dans les stratégies de promotion de l'industrie verte. Cette foire internationale qui a pour thème l'Afrique et ses enjeux sera marquée par un débat autour de la transformation des matières premières en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous transformons, nous vendons dans la sous-région. Mais on veut vendre plus loin que la sous-région. On veut vendre en Afrique centrale, en Afrique australe. Donc c'est ça le vrai enjeu. Comment il faut transformer justement. Et quand vous transformez, vous prenez par exemple du palmier à huile. Si vous le transformez en huile raffinée, vous pouvez le vendre au Niger, au Mali, en Guinée. Ça se fait, mais on veut aller plus loin. C'est pour ça que le cadre de l'émergence économique qui a été tracé par le gouvernement nous interpelle. Et vous savez que 60% des investissements doivent être réalisés par le secteur privé. Donc c'est un peu l'enjeu, ça c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, comment vendre nos produits. Il faut faire la promotion, il faut aller sur les marchés internationaux partout, il faut être présent. La Côte d'Ivoire doit être présente partout dans les 10 prochaines années. La promotion de la Côte d'Ivoire est indispensable pour nous positionner sur les plateformes internationales et pour être toujours numéro 1, pas seulement au point de vue agriculture. Oui, on est les premiers en cacao, on est les premiers en anacarde, mais il faut absolument qu'on arrive à passer à une autre étape, à une autre échelle, celle de la transformation qui est majeure pour nous. Au programme de la Foire internationale du commerce et de l'industrie d'Abidjan, un forum d'affaires, des ateliers, des rencontres B2B, une exposition de plusieurs produits et services. Également, des panels au cours desquels des industriels de plusieurs continents vont débattre sur des sujets tels que la compétitivité de l'industrie en Afrique, le commerce sud-sud, nord-sud, les enjeux du partenariat avec l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Je vous conduis à présent à Divo, où le président de l'UDPCI, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, était récemment en tournée, une tournée pour évoquer l'avenir du parti avec les militants. Herman Guivet. 8000 personnes, constituées essentiellement de chefs traditionnels, d'élus et cadres, de femmes et jeunes, ont pris part aux festivités de l'UDPCI à Divo. Objectif affiché par le président du parti, exhorter les populations de la ville à s'engager résolument dans la voie de la réconciliation et du développement. Ce que nos mamans, nos papas attendent de nous, c'est la solidarité, c'est de partager le peu qu'on a, c'est de prendre des initiatives, c'est de faire en sorte que leurs attentes, leurs préoccupations soient connues ou on peut les prendre en charge. Famoussa Koulibaly, député UDPCI de la circonscription de Divo, a exprimé sa gratitude aux populations pour l'avoir élu avec plus de 64% des voix. Pour sa part, Albert Mabry-Touaqueuse, président du parti, a marqué sa disponibilité à accompagner toute initiative en faveur de la cohésion sociale. Il entend également mener des actions pour l'implantation de son parti sur toute l'étendue du territoire. On évoque à présent l'organisation, le fonctionnement de l'organisation dite organisation humanitaire, parlant de la Croix-Rouge. Comment fonctionne cette organisation? On en parle avec Franck Quadio qui a tenté de comprendre. 24 juin 1859, la bataille de Solferino, une bataille sanglante qui inspire le Suisse Jean-Henri Dunant. Il décide de fonder une organisation destinée à secourir les blessés. La première convention de la Croix-Rouge se réunit en 1864, un 22 août. Elle est d'abord ratifiée par 14 pays. Cette convention prévoit l'obligation de soigner les blessés sans distinction de nationalité, la neutralité du personnel et des établissements sanitaires. Plusieurs autres conventions renforceront son rôle. À la Convention de Genève, les États ont ratifié la première convention de Genève, ses annexes. Donc au niveau humanitaire, les sociétés nationales des pays, notamment comme la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire, est conseillère, si on veut voir, de l'État au niveau humanitaire. La Croix-Rouge devient un mouvement, le mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, présent aujourd'hui en société nationale dans 176 pays dans le monde et regroupant 97 millions d'activistes. 12 000 volontaires et 200 salariés constituent l'ossature nationale. La Croix-Rouge à Côte d'Ivoire intervient dans plusieurs domaines. En 2016,
Elle a beaucoup été présente dans le secteur de la santé. Dans le cadre de la lutte contre Ebola, nous avons été dans le dispositif du ministère de la Santé qui a permis que nous n'ayons pas cette maladie sur notre territoire. Au niveau de l'eau, l'hygiène et l'assainissement, il faut dire que nous avons une large couverture nationale. Une couverture qui favorise la construction de points d'eau et de latrines essentiellement dans la région du Lodjibois. Des actions concrètes de la Croix-Rouge, mais il y a aussi des projections. Pour 2017-2020, il y a un plan de développement stratégique qui est mis en place. Et ce plan de développement a pour vision d'avoir une Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui soit autonome financièrement, qui puisse délivrer des services de qualité sur toute l'étendue du territoire national. Une autonomie financière basée sur l'apport espéré des partenaires institutionnels et de l'État. Rappelons que le 8 mai était la journée consacrée à la Croix-Rouge dans le monde. Voilà Franck Ouadio qui revenait donc sur le fonctionnement de la Croix-Rouge qui était à l'honneur le 8 mai dernier. On parle cohésion sociale à présent. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité était face à la presse. Au journaliste Mariatou Kone a annoncé les perspectives qui s'inscrivent dans le cadre de l'indemnisation des victimes des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Adama Kone. Plusieurs années d'attente, pourtant, leur patience reste intacte. Eux, ce sont les victimes des crises qu'a connues la Côte d'Ivoire. Au cours de la conférence de presse qu'elle a animée, le ministre Mariatou Kone a fait savoir que le processus de réparation, lancé le 4 août 2016, se poursuit et prend en compte 3 grandes catégories. La réparation individuelle, la réparation communautaire et la réparation symbolique. Ces 3 types de réparations-là vont être appliqués en Côte d'Ivoire parce qu'il faut que nous allions vers la réconciliation, il faut que la cohésion sociale soit de mise. Il faut que le vivre ensemble soit une réalité et c'est à travers donc, ces différents types de réparations que nous allons y parvenir. Nous avons commencé par les réparations individuelles qui vont continuer, mais là nous lançons les réparations communautaires qui vont s'ajouter donc aux réparations individuelles et puis nous allons lancer également les réparations symboliques. Selon Mariatou Kone, 20 milliards de francs CFA ont été décaissés pour la prise en charge des victimes individuelles des crises. En outre, une mission conjointe de son ministère et des ONG intervenant dans le domaine des droits de l'homme mettra en place un plan de réparation, une sorte de boussole pour les différentes opérations à venir. Voilà, et notez que le bilan des personnes indemnisées est estimé à 4 500 victimes, dont 1000 blessés, au coût total 4 milliards de francs CFA selon le ministère de la Solidarité. En France, François Hollande et le président élu Emmanuel Macron ont participé aux cérémonies du 10 mai qui marquent la commémoration de l'esclavage, de la traite et de leur abolition. C'est la deuxième fois donc que ces deux hommes se retrouvent depuis l'élection du candidat d'En Marche, Emmanuel Macron, le dimanche 7 mai dernier. Et nous commençons donc en France avec l'actualité internationale. La France commémore ce mercredi 10 mai la journée de l'esclavage et son abolition. La cérémonie officielle était présidée par le président français François Hollande au Jardin du Luxembourg à Paris, en présence d'Emmanuel Macron, le candidat élu. C'était la deuxième fois de la semaine qu'ils assistaient ensemble à une cérémonie de commémoration. Après le 8 mai et la fin de la Seconde Guerre mondiale, François Hollande et Emmanuel Macron ont célébré côte à côte la 12e journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions. Toujours en France, dans une lettre publiée le mardi 9 mai dernier, la députée du Vaucluse, Marion Maréchal Le Pen, a annoncé son retrait de la vie politique. Elle ne sera pas candidate à sa succession aux élections législatives des 11 et 18 juin et doit par ailleurs quitter son mandat de conseillère régionale de province Alpes-Côte d'Azur, où elle préside le groupe du parti d'extrême droite. La candidature de Manuel Valls pour la République En Marche aux législatives a été récusée par l'équipe d'Emmanuel Macron. L'ancien Premier ministre français ne remplit pas les critères pour la demande d'investiture selon la formation politique du président élu. Aux États-Unis, la Maison-Blanche a rendu public ce mercredi le limogeage du directeur de la police fédérale FBI, James Comey, nommé pour 10 ans en 2013. L'intéressé avait été auditionné par le Congrès une semaine plus tôt.
Le président Donald Trump affirme qu'il a pris cette décision pour restaurer la confiance dans le FBI. Ce limogeage survient alors que James Comey supervisait une enquête sur de possibles liens entre l'équipe de campagne du président américain et les hackers russes qui avaient déstabilisé celle de son adversaire. Les États-Unis ont décidé d'armer les milices kurdes de Syrie. Ces dernières sont pourtant qualifiées de terroristes par la Turquie. À travers cette décision, Washington entend aider les miliciens kurdes à lutter contre l'organisation État islamique et à s'emparer de la ville de Raqqa dans le centre syrien. Ce mercredi 10 mai, l'ancien président brésilien Lula da Silva a été entendu dans l'enquête sur le scandale de corruption autour de la compagnie Petrobras. L'ancien président brésilien est poursuivi pour 5 chefs d'inculpation dans cette affaire. Voilà, on faisait donc le tour de l'actualité internationale avec Maï Sako. Et avant de nous dire au revoir, revenons sur cette information en images. Le président de la République, ministre de la Défense, chef suprême des armées, a reçu une délégation de militaires ce mercredi après-midi au palais présidentiel, ce après le Conseil des ministres. Merci de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée sur nos antennes.